depuis le 22 février, je suis sortie tous les vendredis, sauf 5 semaines pendant l'été. Et il y a 2 semaines, je suis sortie et j'ai remarqué que c'était pas, ça n'avait rien à voir avec le début, par rapport au nombre de gens qui sortaient et aussi par rapport aux revendications. J'avais l'impression que chacun revendiquait quelque chose de différent de l'autre et que chacun était intolérant aux revendications des autres. Intolérant. Oui, peut-être un peu fort comme mot. Là, peut-être que c'est le mot indifférent qu'il faut utiliser, c'est-à-dire que chacun vient avec son propre programme, sa propre pensée, son propre slogan. Voilà, sans prendre ni le temps ni d'écouter l'autre. Oui, d'écouter l'autre. On sort, voilà, oui, on va blaguer, on rentre. D'écouter l'autre. Ben, c'est un mot fort, écouter l'autre. Écouter l'autre, c'est tendre l'oreille. Et c'est pas simplement tendre l'oreille, c'est essayer de comprendre ce que veut me dire l'autre, mais au-delà même des mots, parce qu'il peut ne pas avoir les capacités d'une expression verbale suffisante. Alors, indifférent. Peut-être que c'est le mot, on est indifférent. Ce qui n'était pas le cas dans les premiers vendredis de ce qu'on a appelé le Hirak de la mobilisation populaire, parce qu'on n'était pas du tout indifférents les uns aux autres. Alors même physiquement, puisque l'expression corporelle, ça existe, la façon de faire, les gestes, les mots, les regards, etc., laisser plutôt le contraire, c'est-à-dire l'intérêt que les gens se portaient les uns aux autres, puisqu'ils se parlaient sans se connaître, ils se passaient de l'eau, ils se soutenaient. Ils remarquaient vite si un vieillard était fatigué, si une vieille dame avait besoin d'un coup de main, et puis ils étaient tous attendris dans leur regard. Ils étaient attendris les uns vers les autres. Ils étaient particulièrement attendris vers ce qui semblait être un phénomène inattendu. Et c'était la présence des vieilles dames, très vieilles dames, voilées, avec le voile blanc, avec un foulard, et qui venaient avec leurs petits-enfants, c'est-à-dire avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est une image qui les frappait parce que dans leur tête, il y a ce vieux préjugé, qui n'est pas un préjugé algérien, qui est celui de toujours associer les révoltes avec la jeunesse. Et donc la révolte, l'émeute, la révolution, c'est les jeunes qui la font. Précisément, ça aurait dû être un des éléments de discussion, de débat, d'analyse. Pourquoi, dès le départ, ce Hirak était intergénérationnel et que la présence de la vieille génération, dans le troisième âge, était là. Et qu'est-ce que des vieillards avaient encore comme espérance de vie, et je m'excuse, comme espoir encore dans la vie, espoir pour leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants, pour être là. Et alors la question c'est quel combat il continuait. C'était un sujet, bon évidemment on va me dire encore que je philosophe, c'est mon métier, c'est pas de ma faute. C'est quel combat de leur propre jeunesse ils retrouvaient. Mais d'emblée, ces questionnements sur la sociologie des manifestants, leurs âges, leur catégorie socio-professionnelle, leur milieu social, rural ou urbain, n'a pas été pris en compte. Et d'ailleurs, je pense que personne, parmi ceux qui manifestaient, n'avait à l'époque intérêt à le prendre en compte. Le sentiment qu'une sorte d'unité miraculeuse était née dans notre pays était trop précieuse pour être discutée, interrogée. Or, dès qu'on n'interroge pas, dès que l'esprit ne se pose pas des questions sur les phénomènes que nous voyons, eh bien l'esprit se détache de la liberté. L'esprit, il se refuse, quand il se refuse à interroger, il se refuse à être libre. Et donc, nous sommes
parti à cette époque, fin 22 février, mars, avril, dans cette espèce de, d'euphorie narcissique par laquelle notre image de peuple s'est améliorée, d'individu s'est améliorée. Nous étions en train d'exister. Nous étions là. Mais au fur et à mesure que ce phénomène de Hirak qui était né, il était né à partir d'une accumulation déjà ancienne, très très ancienne, d'insatisfaction, de rancune, de rancœur, de désamour social pour la vie, parce que ça a été un désamour social. Et pour le pays. Comment? Pour la vie et pour le pays aussi. Et pour le pays. Oui, mais c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. Si on devait suivre un certain nombre de philosophes, nous sommes liés à un territoire. Donc nous sommes liés, non pas à l'idée d'origine, qui, elle, est une idée fréquente plutôt chez les fascistes. On s'en fout complètement des origines, puisque depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, il y a eu tellement de mutations, de changements, d'échanges, de partages et de mixages, que l'origine, c'est plus qu'une espèce de fantasme dangereux d'ailleurs, parce que dès qu'on parle des origines, on parle de la pureté, dès qu'on parle de la pureté, on parle de l'épuration. Oui, le désamour est donc et pour la vie sociale et pour le territoire. Et le degré suprême du désamour, ça a été la harga. De ce point de vue-là, par exemple, juste avant la naissance de Hirak, deux drames ont secoué, nous ont secoué, tous. Ça a été la perte des 12 jeunes hommes de la Pointe Pescade, suivi plus tard par la perte d'une famille qui était partie de Babylone. Voilà. Alors c'est ce moment qui est né dans le Hirak était né quand ces insatisfactions ont atteint le sommet insupportable qui est devenu l'humiliation. Alors non seulement nous avons été humiliés après le cinéma d'Old Abbas, le cadre, le cheval, on donne le micro, Kalbachadar, tout ça, Shawada, Nijabouha, qui a donné Dillamla, ce qui est déjà une humiliation. Mais en plus, l'humiliation a été multipliée par le fait qu'à partir de l'étranger, nous sommes très sensibles au regard des étrangers. Bon, nous le savons depuis longtemps, malheureusement, trop sensibles. Et c'est l'humiliation revenue à l'idée de France, de ces émissions françaises qui se moquaient de ce président malade, aphasique, et qu'on nous ramenait un peu comme une sorte de marionnette. Et ce Hirak, on peut le voir, quand on le voit toujours à partir de positions philosophiques subconscientes. Soit nous sommes dans la tradition aristotélicienne, c'est-à-dire le fixisme, les choses sont toujours les mêmes, soit nous sommes dans la dialectique, et dans la dialectique, la première des leçons, la leçon fondamentale de la dialectique, c'est que tout bouge, tout change, tout se transforme, et que toute vie, tout moment de la vie, tout moment d'une histoire personnelle, ou d'une histoire d'un pays, ou de l'histoire d'un peuple, est un moment de ce changement, est un moment de ce mouvement. Il vient développer un passé et il est le maillon vers un avenir. Bon, en Algérie, nous avons une lutte sévère, une lutte extrêmement méchante autour de cette question. Parce que chaque fois que, lorsque nous pensons notre pays, nous pensons le moment historique comme un moment de l'histoire,
comme un moment où il y a une transformation du passé qui va devenir un devenir, eh ben on nous accuse d'être des passéistes, de rejeter les responsabilités de ce que nous avons fait depuis 60 ans sur les origines lointaines de la situation de pays dominés dans lequel nous sommes, de pays dominés. Voilà. Et cette humiliation donc a débouché, c'est un sentiment, comme énergie. Et bien s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas comment un sentiment devient de l'énergie, c'est-à-dire qu'il produit de la force, du mouvement, une dynamique, eh bien on va lui rappeler simplement une émotion, celle de la colère. Eh bien quand on est en colère, l'énergie elle se décuple. Enfin, cette émotion-là, elle a donné cette énergie qui a été une énergie, une extraordinaire énergie collective, qui a été donc, qui s'est exprimée par la négativité, non au cinquième mandat, non aux voleurs, non au système qui a payé le pays, non aux oligarques qu'on a appelés Essaba. Et dès qu'on les a appelés Essaba, on a désigné comme groupe politique et social. Là, au niveau de la mobilisation populaire, nous étions arrivés au sommet, à mon avis, de la conscience politique dont nous étions capables à ce moment-là. C'est que nos ennemis, ceux que nous sommes, que nous voulons combattre, ce n'est pas une somme d'individus. Ce n'est pas X plus Y. Ce n'est pas simplement quelques figures. Et ce n'est pas que des figures que nous voyons. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le Premier ministre, le ministre, le Wali qui ont pillé, volé. Non, c'est plus que ça. C'est l'ensemble des relations qui a permis à ces gens de devenir un bloc social, un groupe social. Et ça va, c'est un mot populaire pour dire un groupe social, une classe sociale. C'est la classe des oligarques. Voilà. Ça, nous sommes arrivés au sommet. Et bon, dans le Hirak, il faut quand même bien comprendre que l'évolution des choses, au départ, elle a été un peu heurtée. Les 2 premiers vendredis, l'ANP croyait que le mouvement était celui, la manipulation qui avait été d'évidence préparée par le DRS et préparée par des ONG. Des ONG qui sont structurées en relation avec l'étranger. Parce que d'évidence, le groupe de Ouyaya, Taufir, compagnie, ne voulait pas d'un 5e mandat de Bouteflika, eux non plus, mais que le 5e mandat leur ayant été imposé et n'avait plus pour solution que de créer l'émeute, le désordre, la violence pour décréter l'état d'urgence, reporter les élections et donc imposer au clan Bouteflika l'idée qu'il ne peut plus se présenter parce que son 5e mandat, c'est celui qui a déclenché l'émeute, les violences et mis le pays en difficulté. Bon, ça a alarmé l'ANP, ça j'en suis, maintenant j'en suis convaincu. Sur le moment, non, je ne le pensais pas. C'est maintenant qu'il y a la distance avec les faits. Il croyait que c'était ça. Et donc, en même temps, l'armée a dit, on va protéger le peuple. On va éviter qu'il y ait des violences, qu'il y ait des morts, Et en même temps, elle a proposé, disons, au peuple, c'est-à-dire au-delà des foules qu'elle croyait manipuler. Il y a eu des foules manipulées, hein. Ça c'est clair. Mais la grande partie des mouvements n'étaient pas du tout manipulés. Non seulement elle était manipulée, mais c'est l'ampleur des manifestations qui a écrasé les manipulateurs. Tous. Et donc elle proposait comme solution, nous allons nous
protéger les élections et nous vous garantissons qu'il y aura des élections honnêtes. Des élections honnêtes. Et puis, tout de suite, il y a des gens qui ont écrit, des analystes, qui ont écrit que l'ampleur de cette manifestation, elle n'est pas le résultat de la... Il y a manipulation, mais ça va bien au-delà de la manipulation. C'est après le deuxième vendredi que l'armée avait pris conscience. Il y avait une véritable et authentique révolte populaire, mobilisation populaire qui dépassait tous les manipulateurs et qui voulait la fin de ce régime qui est un mélange d'oligarchie, de maraboutisme. Ça peut marcher ensemble. Mais quand il y a ce mélange, ça ne mène et ça ne peut mener qu'à la dissolution à la fois de l'État, de la nation et de la société. C'est-à-dire le mélange la gouvernance par le maraboutisme qu'a amené Bouteflika, associé à cette politique d'effet totale, avec comme seul credo, comme seule croyance que c'est les idiots qui vont nous aider à en sortir, c'était pour nous la catastrophe. Et ce sentiment d'unité qui est né, on l'appelle égrégore. C'est le nom qu'on utilise pour expliquer comment un phénomène d'unité peut se saisir d'une foule et que la foule se met en route, en marche, enfin une foule, un groupe, dès qu'il se met en marche, l'égrégore se multiplie. Jusqu'au moment où les buts qui étaient subconscients de ce groupe sont atteints et il va se dissoudre. Donc nous avons vu cette extraordinaire mobilisation, cette unité. D'ailleurs, après le deuxième vendredi, l'armée a totalement changé les fusils d'épaule. Elle s'est mise à soutenir le mouvement populaire. Mais pourquoi? Mais parce que le DRS, autant qu'il opprimait l'État, qu'il avait mis l'État, tout l'État algérien au service de cette caste d'oligarques, autant le DRS et cette caste d'oligarques avaient humilié l'ANP. Il faut voir qu'il y a des colonels qui n'avaient pas de logement. Et alors qu'ils voyaient les milliards valser devant leurs yeux, ils sont immergés dans leur peuple et dans leur société. Ils voyaient tout ce qu'on a fait de la victoire qu'ils ont remportée avec nous contre le terrorisme. Et donc offrir l'Algérie à des Haddad, quand même c'était impensable d'abord pour l'armée en tant que corps de la défense nationale. Et non pas le DRSNA qui était l'interface, non plus entre l'armée et le peuple, non plus entre l'armée et la société, mais entre le pouvoir de l'argent et la société. Ça, et bien, quand l'armée et les généraux ont compris que ce mouvement populaire n'était pas dirigé contre l'État algérien en tant qu'État, mais réellement dirigé contre le groupe Bouteflika, ils sont montés, ils ont surfé sur la vague. Ils ont trouvé le ressort politique, moral, humain, pour enfin casser l'unité de façade qui était là et qui commençait d'ailleurs à se fissurer depuis 2014. Le départ DRS et compagnie. Et c'est vers le mois de fin avril, c'est au bout de 2 mois, fin avril, début mai, que les résultats de cette mobilisation populaire ont commencé à se concrétiser de façon spectaculaire. C'est-à-dire non seulement il y a jamais, c'est-à-dire il faut être vraiment de mauvaise foi, pour croire qu'en tant que peuple et avec notre mobilisation résolument pacifique,
on aurait réussi en si peu de temps à faire partir les Bouteflika ou DRS ou Tartago, tout ça. Ça, c'était pas possible. Il fallait qu'il y ait une force organisée qui fasse ce travail et puissamment organisée. Or, quel était quand on voit la réalité du terrain? Depuis le début, il y a d'anciennes forces organisées, anciennes, qui m'a la Ligue des droits de l'homme à Bouchachi, elle n'est pas née hier. Elle existe depuis très 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 longtemps. Le rage, il n'est pas né hier. Ce sont des forces qui existent depuis très très longtemps. Le bloc dit démocratique, aussi il existe depuis très 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 longtemps. Et puis le reste, bon, on le voit, c'est-à-dire les partis politiques, avaient appelé chacun de leur côté, c'est bon, le Hirak, il est là, maintenant il faut qu'on lui donne une représentation. Évidemment, dans leur langage, dans leur méthode, dans leur démarche, les représentants légitimes des Hirak, c'était eux. C'était eux. Donc maintenant, il faut l'auto-organisation. Or, la mobilisation populaire, elle a totalement refusé cette idée d'auto-organisation. Et il faut voir le nombre de révolutionnaires, notamment des révolutionnaires à tendance Trotsky ou comme ça. Donc, les spécialistes, il y a l'auto-organisation spontanée. Et comment ils sont allés? Il faut une représentation unique. Alors, ce qu'ils nous proposaient, c'était une représentation unique dans le sens de l'unicité. C'est-à-dire, après l'unicité, tu as les Falan, et l'unicité, tu as les représentants des Hirak. Et tu as vu d'ailleurs plus tard que chaque fois que dans le Hirak, il y a une voix dissonante, on le traite de traître. Bon, alors là, ça, le point culminant, c'est l'Albas. C'est vraiment, s'il y avait un bon représentant du courant libéral en économie, c'était lui, c'est lui. C'est lui. En plus, c'est pas d'hier qu'il a commencé à se battre pour le libéralisme. C'est pas d'hier, ça fait longtemps qu'il se bat pour le libéralisme. Et dès qu'il a pris une position de conciliation sur le principe du dialogue, il a été vilipendé, qu'elle traite. On l'a obligé à démissionner. Et donc il y a cette idée que le Hirak doit être unique sous l'unicité d'une représentation, elle est bien une idée tout à fait comparable à celle du FLN. Et bien c'est à partir de le sommet de ce qui est corrélé avec le sommet de la conscience dont je t'ai parlé. C'est-à-dire que la conscience, le niveau supérieur de la conscience de Hirak, ça a été la conscience que nous nous battons toujours, d'ailleurs, nous nous battions et nous nous battons toujours contre la Saba. Et bien c'est quand la Saba, ils ont commencé à être mis en prison. Khalas, c'est le premier ministre, t'imagines, le ministre, toutes ces gens qui avaient d'hyperpuissance, de prendre de l'argent, de prendre des terrains, de mettre nos enfants en prison. Quand je parle de corrélation, c'est-à-dire que je parle de corrélation qui n'est pas consciente. C'est-à-dire les gens de la mouvement populaire, mais notre plus haute conscience, c'est qu'on a compris qu'il y avait l'Aïsaba. Maintenant que l'Aïsaba rentre en prison, nous avons réalisé le but que nous pouvions réaliser au plus haut degré, au degré maximum, c'est mettre la classe qui est au pouvoir en prison. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas mis les représentants de cette classe en prison. On a mis la classe elle-même en prison. Parce que, au vu du nombre absolument extraordinaire de très hauts responsables, là, nous avons vu le Premier ministre et les ministres, mais il y a eu des dizaines de directeurs centraux qui ont volé, pillé, qui sont allés en prison. Dans Wilaya, c'est par dizaines que les corrupteurs et le corrupteur
puissants allés en prison. Il y a une véritable vague de fonds qui est en train de leur mettre toute une classe sociale, celle-là, celle qu'on appelle la Aïsaba, qui est en train de la démanteler. Bon, j'aurais dit des figures de cette classe sociale auraient été mises en prison si on m'avait arrêté, disons, une figure significative, emblématique, mais sans toucher au système. C'est-à-dire, là, on n'a pas touché à un Premier ministre, plus un Premier ministre, plus un ministre, plus un oligarque, plus un deuxième oligarque. Non, on a touché au système de relations qui les unissait. On a mis en avant par quelle réglementation, quelle loi, quelle procédure administrative ils se sont enrichis, ça a été mis au jour. Ça a été mis au jour. Et bien à partir de là a commencé la décrue. C'est la moitié du mois de mai. Le Hirak, c'était terminé. C'était terminé. Il allait commencer à voir la décrue. La décrue, est-ce que c'est une invention terrible ou est-ce que c'est une réalité? D'abord, c'est une réalité, c'est-à-dire on la voit physiquement. La décrue, elle a commencé à l'étranger. On a commencé à voir que les Algériens qui vivent à l'étranger ont commencé à ne plus manifester. Et c'est de façon spectaculaire. C'est à Paris qu'ils ont commencé à ne plus manifester. Pourquoi? Je dis Paris. Pas forcément l'Allemagne ou l'Italie ou du Canada ou là. Parce qu'à Paris, il y a une concentration de la propagande pour que le mouvement ne s'arrête pas. Alors il y a eu création avec des militantes à la 4e internationale à Paris d'un comité contre la répression après l'arrestation de Bizane. Et puis il y a eu Mediapart, Le Monde, qui en voyant même ici la décrue, ils ont commencé à organiser des colloques pour relancer disons le bruit autour de cette mobilisation, et non seulement le bruit, mais c'est l'entretenir. C'est l'entretenir. D'ailleurs, ils étaient arrivés à un tel moment de désespoir qu'un jour, c'est un Dakar du PNL qui est partisan à faire le meeting. En face de lui, il n'y avait personne. Avec Et il y a eu donc vers cette mi-mai une inflation d'initiatives à l'étranger pour créer des commissions de soutien au peuple algérien. Aucune n'a marché. Et aucune n'a marché et l'a pris sur les Algériens qui étaient à l'étranger, en dehors des militants traditionnels, des partis traditionnels qui avaient donc l'habitude de faire leur travail, soit un travail politique sérieux, soit le travail d'agitation politique. Ici à Alger, la décrue a commencé. Il y a eu des lieux emblématiques que les gens refusent de voir. C'est à partir de cette mi-mai et par la suite qu'il n'y a eu plus de manifestations. C'était les manifestations les plus spectaculaires. Compte, elles sont arrêtées. À Oran, ça a été la décrue. Et ici, à Alger également. Alors qu'au début des Hirak, nous n'avions même plus nous n'avions pas la possibilité de bouger, de marcher. Elle est redescendue. Un des signes d'ailleurs de la décrue, c'est qu'autant au début des Hirak, les médias qui se sont placés comme porte-parole et comme directeur de conscience de Hirak, c'est-à-dire TSA Algérie, a commencé à se comporter comme directeur de conscience de Hirak. C'est elle qui donnait les orientations. Et puis elle s'est devenue porte-parole. C'est-à-dire que c'est elle qui parlait à sa place. Et puis elle est devenue le défenseur de Hirak en créant le schéma c'est le peuple contre le pouvoir, le peuple contre l'armée, avec la promotion dans la tête des gens, dans l'opinion publique, d'une situation duelle, d'une dichotomie, d'un dilemme, c'est-à-dire qu'il y a une alternative et une seule. Il y a deux camps, les bons et les mauvais.
Bon, chaque fois, les mauvais changent en fonction de l'évolution de la situation, mais les bons, c'est toujours les mêmes. Alors, et c'est parti à ça, hein, c'est Algérie 360, c'est Algérie One, c'est beaucoup. Et bien, les premières photos, les premières vidéos, les premiers vendredis, on les prenait en très gros plan. On voyait des rues sur 300-400 mètres. On voyait plusieurs rues en même temps. Les plans vidéo étaient des plans très larges. Et puis au fur et à mesure, les plans sont devenus de plus en plus serrés. De plus en plus serrés jusqu'à nous montrer que, disons, une quarantaine, trentaine de mètres. Et malgré ça, nous voyons, Yannick, que ça devient clairsemé. Quel a été le problème de ce qu'on appelle de cette mobilisation populaire? Je préfère ce terme. Et bien, c'est qu'à partir du mois de mai, il ne pouvait pas ne pas se disloquer. Parce que son principal problème, c'était qu'il avait le sentiment, il avait la conviction qu'il avait vaincu. Il a raison. Nous avons vaincu un monstre absolument incroyable. Nous avons vaincu l'incarnation France-Algérie de la France-Afrique. C'est-à-dire nous étions revenus totalement sous domination coloniale. Et nous n'avons pas encore découvert tous les secrets de cette situation de domination coloniale, puisqu'il y a une information qui est sortie disant que celle-là aurait signé avec les Français une convention qui permettrait aux pieds noirs de venir réclamer leurs biens. Bon, je ne sais pas si c'est exact, mais une rumeur de ce type est significative de la perception de l'état de dégradation dans lequel nous sommes, et la perception, elle vaut opinion. On avait donc on avait gagné. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors d'accord, et maintenant, quelle est l'Algérie qu'on va faire? On ne savait pas quoi faire dans une victoire. Dans ce cas-là, et dans des cas pareils, quand la masse du peuple qui s'est mobilisée pour un but connu et quantifiable et vérifiable, c'est-à-dire, elle a commencé à se retirer. Et derrière la crue que nous avons vue, cette immense crue qui a recouvert la plaine, eh bien, dans la décrue, on a commencé à voir les Zouèdes, d'où elle est venue. En réalité, je me suis trompé, c'est pas d'où elle est venue. C'est les Zouèdes qu'elle a recouvert. Et ces Zouèdes, ben, c'est qui? C'est les organisations anciennes, voilà, qui vont ressurgir. Et qui, elles, ont un programme pour l'avenir. Elles savent quoi faire de cette victoire. Elles savent quoi faire de cette victoire. Et bien, ces forces, c'est qui? Un, c'est l'armée, c'est l'ANP. L'ANP dissociée du DRS, l'ANP qui s'est libérée du DRS. L'ANP qui a retrouvé le chemin de l'alliance avec le peuple. Et puis tu as essentiellement les partis politiques traditionnels dont tout le monde pense qu'en majorité, et je pense que c'est pas tous, je pense que c'est seulement en majorité, ont été eux-mêmes la création du DRS. Dixit, y compris l'ordonnée Tambouda. Dixit, y compris les doutes. Tu as un homme quand même qui intègre, qui est même qarana avec l'armée. Il y avait donc ces anciennes organisations politiques, mais qui n'avaient absolument aucune influence dans la vie sociale et politique. Quand ils organisaient Soufiane Djelali, ou la Zoubeda Assour, ou la Larsidi, ou la manifestation, il y avait 400 manifestants, dans la moitié étaient des policiers en mission. Mais il n'y avait pas que. Il y avait ceux qui, dans le travail, étaient par définition un travail caché, camouflé. Ce sont les ONG. Alors, on les connaît, on connaît, bon, il faut aller sur mon blog, et on trouve qui c'est qui a été financé par qui. Bien.
ceux qui ont été financés par les États-Unis, ceux qui ont été financés par l'Europe, ceux qui ont été financés par la France, c'est sur mon bloc. Ou alors ils vont sur le bloc d'Ahmed Ben Saada. Ce sont ces forces-là qui sont restées sur le terrain et ils s'affrontent. Quel est l'enjeu de l'affrontement? Ben, l'enjeu de l'affrontement, c'est la réussite de la révolution. Mais qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Une révolution, c'est un moment où il y a une légitimité, une force sociale qui se crée dans la rue, et qui est capable, au nom de la morale, au nom de la force du peuple, de l'unité du peuple, de la mobilisation du peuple, de dire au pouvoir qui est légal, tu donnes les clés et tu pars. Tu donnes les clés et tu pars. Évidemment, tu donnes les clés et tu pars, ça peut demander une semaine, ça peut demander un mois. Pour nous, ça a demandé 7 ans. 1er novembre 54, 62. Après, on a dit, donne les clés et tu pars. Bon, le problème, c'est qu'ils ne nous ont donné que la moitié des clés, mais c'est pas grave. Non, c'est pour l'image, Berk. Or, ça, ils l'ont échoué. Dès la mi-mai, quand il y a eu la décrue, ils n'avaient plus cette force dont ils voulaient se réclamer et qui leur donnait la puissance dans la réclamation. Bon, plus tard, quand Sofiane Djilali continue à dire jusqu'à aujourd'hui, le seul dialogue avec eux, la seule négociation avec le pouvoir, c'est pour leur départ. Comment est-ce qu'on peut parler comme ça? Voilà. Et c'est ces forces qui sont en train de s'affronter. Ils s'affrontent autour de quoi? Eh bien, ils s'affrontent autour du contenu de l'État national algérien. Les uns, ils veulent qu'on mette sans référence à ce contenu social dont nous parlions. Le formalisme démocratique, c'est-à-dire le droit pour le citoyen de s'aliéner, d'aliéner sa volonté, d'aliéner son esprit en donnant son vote à un député qui ne lui rendra aucun compte pendant 5 ans, ou un président qui ne lui rendra compte dans 5 ans. Mais qui fait, on continue le travail de nettoyage des écuries d'Oja, cela on ne continue pas. Ça, ils s'en foutent. Ça, ils ne veulent pas. Ils ne le veulent pas. Et dans cette hiérarchie, bon, évidemment, eux-mêmes, ils ne sont pas unis entre eux. Ils ne sont pas unis entre eux. Il y a visiblement un courant qui veut aller aux élections en essayant d'avoir le meilleur rapport de force en sa faveur. Voilà. Et en gros, c'est à peu près comme par hasard, c'est une coïncidence, je pense, hein, c'est de plus en plus la position française qui dit il faut aller aux élections parce que bon, il faut bien qu'on ait en face de nous pour négocier quelqu'un qui est légitime. Quelqu'un qui est légitime. Bon, moi je suis toujours un élève d'Alain, le grand philosophe français qui dit le philosophe est celui qui dit non. Je dis comment est-ce que c'est non? Pourquoi est-ce que vous voulez rapidement une légitimité avec qui vous pouvez discuter, mais une légitimité, comme dans tout dans la vie, elle doit casser notre légitimité. Alors quelle est la légitimité actuelle dans le pays? Celle qui parle légitimement, d'abord au nom de sa force réelle, organisationnelle, politique, sociale, et qui a une légitimité réelle, puisque c'est elle qui a précipité, qui a obligé Bouteflika à partir, qui a arrêté le corrompu partout, y compris dans l'armée. Eh bien, c'est la légitimité de l'armée. C'est la légitimité de l'armée. Et ils peuvent dire qu'elle n'est pas légitime parce que le régime militaire, ça c'est autre chose.
Ça, c'est. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'urne pour savoir réellement et sincèrement quel est le nombre d'Algériens qui sont pour cette légitimité qui nettoie le pays ou contre. Donc il n'y a que la parole qui parle. Moi, voilà ce que je suppose. Et je suppose, d'ailleurs, parce que j'ai été un peu étonné, quand Robert Ford a parlé. Alors, c'est curieux, hein, depuis qu'il y a cette position française, nous avons une série d'interventions d'intellectuels français qui sont en train de se rendre compte, d'expliquer, mais ce qui se passe là dans ce pays, ce n'est pas une révolution. Alors il y a vraiment tous les niveaux d'impact, d'analyse. Il y a des articles très sérieux qui disent bon voilà, mais c'est pas une révolution, ça n'a pas pris, la sauce n'a pas pris. Et avant eux, il y avait donc Crisis Group d'ailleurs qui avait averti les ONG algériennes et les printemps-nistes. L'homme, si jamais vous restez un mouvement de couche moyenne, vous allez perdre. Si vous restez là avec les étudiants sans toucher les couches populaires, vous allez perdre. Ils les avaient avertis, il fallait qu'ils arrivent à s'ancrer à l'intérieur du peuple, dans les couches populaires. Ils ne l'ont pas fait. Alors la dernière des dernières, c'est Nicolas Beau. Nicolas Beau vient de faire une interview avec je ne sais plus qui, une vidéo, etc., dans laquelle il dit mais comment et pourquoi le régime français a voulu sauver Bouteflika, et dans lequel il explique, lui à son tour, en Algérie, il n'y a pas un Hirak, mais plusieurs Hirak. C'est exactement ce que nous avons discuté, toi et moi d'ailleurs, dès le mois de mars. Dès le mois de mars. Alors, par la suite, il y a eu Robert Ford, à la suite de quoi? À la suite de cette information dite confidentielle. C'est une révélation dans les services de sécurité. Ben, la France, elle veut des élections rapidement pour arriver à une légitimité avec qui elle peut discuter. Et bien, il y a Robert Ford qui a donné de beaux conseils aux Algériens en leur disant attention, une élection démocratique, ça demande beaucoup de temps. Et pour la préparer, donc il vous faut beaucoup de temps pour qu'elle soit correcte. Et nous avons ici donc deux positions inverses. Prolonger le match, jouer de nouvelles prolongations. Avec Robert Ford, il n'y a pas photo. C'est-à-dire nous allons aller vers le chaos. Une position française qui est différente. C'est significatif d'ailleurs que dans le panel, il y ait deux figures de la francophonie puissantes qui étaient présentes dans le panel. Pourquoi ils les ont invités, j'en sais rien. C'est le franco-algérien Ben Issa, qui est un membre éminent du Conseil de la francophonie à l'Élysée, nommé comme tel par Chirac en 2000, et que lorsqu'il a été nommé par le ministère de la Culture directeur du festival professionnel de Béjaïa, il a écrit une longue, interminable contribution pour nous expliquer doctement que le théâtre algérien devait, pour des raisons diverses, assimiler, accepter la présence de la langue française dans le théâtre national. Bon. Et puis l'autre qui s'appelle Dahman Abdelrahman, qui a été conseiller de Sarkozy, qui a été décoré Légion d'honneur par Sarkozy. Comment est-ce qu'on a pu ramener deux Français pour arbitrer le dialogue algéro-algérien? Je ne sais pas, ça c'est à Karim Younis qu'il faut poser la question. Par contre, moi ce que je comprends, c'est que leurs figures devaient être des figures pour convaincre certains qu'il fallait aller au panel, au dialogue et à l'organisation des élections. Voilà ce que je comprends. Revenons à nos manifestants qui ne s'entendent plus. Ensemble mais séparés. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le même programme. Alors comment expliquer
expliquer ça? Ça aussi, c'est la dialectique. Est-ce que le nombre des manifestants que nous voyons aujourd'hui est significativement supérieur au nombre de manifestants que réunissait le bloc démocratique? Oui. Beaucoup plus, infiniment plus. Infiniment plus. Est-ce que il y a plus de gens que ce que mobilisait le groupe les partis islamistes ni avec le pouvoir? C'était le parti Tamokare ou Manchar-Fouaj. Oui. Alors il y a un problème. Il y a un problème. Voilà des gens qui manifestent plus nombreux qu'avant le 22 février, mais qui ne manifestent pas avec la même cohésion. Chacun venant tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te répondre juste à moitié. D'abord, je vais te faire une réponse dans la philosophie. Chez Hegel, d'ailleurs comme chez Marx, hein, la deuxième loi dans la dialectique, quand il parle, tout bouge, tout se change, tout se transforme, tout vit, tout meurt, il y a une loi qui s'appelle la loi dans le développement spiral. C'est-à-dire que quand l'histoire avance, le développement n'est pas linéaire, il tourne comme un ressort, bon, mais comme un ressort qui s'élargit. Et bien la différence entre l'avant 22 février, où il y avait max 400 manifestants en place Oda, et l'après, hein, d'ailleurs, nous sommes en septembre, c'est qu'il y a des masses qui sont rentrées dans la vie politique. Et ceux qui sont rentrés dans la vie politique, ils sont rentrés le plus souvent sans avoir de lien avec la vie politique précédente. D'ailleurs, la preuve, quand ils sont rentrés dans la vie politique, ils ont désavoué les partis politiques, autant que le pouvoir lui-même. Comme si dans leur conscience, les deux avaient partie liée dans la pièce de théâtre qu'on jouait tous les 4 ou tous les 5 ans, dès le vote. Comme s'il y avait un jeu de rôle. Bon, moi je voudrais quand même confirmer qu'il y a des forces politiques, des partis politiques, qui n'étaient pas des gens qui jouaient. Il y avait une véritable opposition. Elle était tout fait et cette force, ces gens qui manifestent appartiennent aux couches moyennes. Ils sont une composante qui est rentrée dans l'histoire et qui veulent rester. Ils veulent rester. Alors ils continuent à manifester. Continuent à manifester. Ils vont dans l'indifférence de ce que disent les forces organisées. Si jamais on allait analyser plus loin, ils sont indifférents à ce que dit le bloc démocratique. Ils sont indifférents à ce que disent les ONG et indifférents à ce que dit l'armée. Ils veulent, eux, émerger en tant que force nouvelle. Évidemment, bon, ici, ils avancent encore en tant qu'individus qui viennent parler, qui viennent manifester. Je vais utiliser une image d'un Marx. Quand il y a eu dans les luttes de classe en France, quand il renverse Napoléon, un truc comme ça, qu'est-ce qu'il dit Marx? Il dit, c'est la bourgeoisie qui s'est soulevée contre Napoléon, voulait que l'État soit à son service en tant que classe tout entière et non pas au seul service d'une partie de cette classe. Et donc là, ces gens qui manifestent viennent avec leur espèce d'entrée dans la vie politique. Ce qu'ils veulent, c'est que l'État soit leur État à eux tous
et non pas simplement au service de cette classe, de l'oligarchie qui a pris le pouvoir. Alors comment traiter avec eux? Comment faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce que s'il y avait à faire, ils auraient tout de suite ressenti la différence qu'il y a entre leur démarche, leur mot d'ordre, leurs désirs, leurs rêves et les autres. C'est-à-dire, quand vous avez des manifestants qui tabassent une vieille femme parce qu'elle a crié son soutien à Gaïd Salah, c'est grave. Monsieur Gaïd Salah, pardon. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Ben Badis. C'est grave. Bon, évidemment, il y a des gens qui l'ont sauvé. Alors, c'est cette moyenne perspective, parce que ce mouvement, il est multiforme et multicontenu. C'est cette voie-là que ces couches moyennes, en fait, ceux qui manifestent sur ces couches moyennes, qu'ils essaient de trouver. Ils vont faire leur expérience. Ils ne la trouveront pas avec les ONG financées par les Américains et qui vont aller demander, à mon avis, le prolongement d'un match jusqu'au jour du chaos. Et les autres ONG qui vont au fur et à mesure comprendre qu'ils sont plutôt franco-centrés, qui vont accepter d'aller aux élections comme solution politique pour casser la légitimité de l'ANP. Et donc ils vont aller sur un front de guerre. Mais c'est un front de guerre qui est tout à fait actuellement positif pour l'Algérie. C'est-à-dire il vaut mieux qu'on aille à la confrontation à travers les urnes qu'à la confrontation à travers la rue. Je ne sais pas si j'ai réussi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'obscur? Est-ce que c'est clair pour les gens qui manifestent et qui sont indifférents? Oui, ils sont indifférents. Et donc ils sont indifférents aux courants qui sont autour d'eux. Mais ils sont en train d'ouvrir les portes obligatoirement pour eux. Sinon, ils vont disparaître. Il y a des politiquement parlant, mais aussi socialement. Obligatoirement pour eux, pour se transformer en parti. Ils ne peuvent plus, plus personne ne peut espérer l'existence d'une unité dans l'Irak, comme si nous étions, même au début de l'Irak, réellement unis. Et nous avons été non seulement réellement unis, mais par la négativité. Mais c'est qu'à l'époque, aucune force politique n'avait intérêt à se distinguer, parce que nous étions tous gagnants. Un Abou Hamid, j'étais gagnant. Enfin, je voyais le peuple se lever pour enlever cette catastrophe maraboutique oligarchique d'Aboutfliq. En plus que j'ai un compte personnel Bino. Donc, quelques personnes connaissent. Bien sûr, je n'ai pas oublié cette année 2004. Mais les ONG américaines aussi. Ça les a arrangés. Tiens, il y a enfin la force qui s'est levée pour qu'on le frappe et pour qu'on mette un régime conforme aux standards à l'Occident. Où tu as les ONG payées par l'Europe, les Français, kiff. Tous, nous avions tous intérêt à être portés et même porter cette mobilisation populaire. Tous intérêts. Sauf que il y avait des forces, donc un homme organisé, qui voulaient conduire le Hirak, la force du Hirak, la dynamique du Hirak, dans leur pipeline à eux. Et bien quand on est arrivé au pipeline, ben, le Hirak n'est pas rentré. Il n'est pas rentré parce qu'il l'avait compris. On peut bien sûr voir, comprendre sur quelle figure. Voilà, je ne sais pas, j'espère que je t'ai un peu répondu. Merci. Ça a pris combien de temps?